Salut à tous, bienvenue, nouveau récap du Grand Prix qui aurait pu être signe de champion du monde. Eh bien non, il faudra attendre Austin et le Grand Prix des États-Unis pour fêter ça. Et si tout se passe bien, on n'est jamais à l'abri d'un événement. En attendant, prenons de la hauteur pour cette course riche en suspense. Soyez les bienvenus pour le débriefing de Formula sur le Grand Prix du Mexique. Moteur. C'est le circuit le plus haut du calendrier, 2226,1 mètres d'altitude pour le circuit de Mexico, l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Un circuit que l'on a retrouvé en 2015 et qui s'est vu prolongé pour plusieurs années. Et comme les anciens circuits qui ont connu une mise à jour avec un secteur 2 plus rapide et un stadium de folie, ce qui nous prive du demi-ovale, le Peralita, et aussi un virage 11 sous surveillance de la FIA via ses capteurs. Les mêmes qui ont sauvé le cul à Vettel sur la grille à Suzuka. Et en plus, la dite FIA laissera un joker pour les pilotes à ce virage. Un joker non, pas celui-là, je veux dire un droit à l'erreur pour les pilotes s'ils devaient par mégarde, ou volontairement, aller en dehors de la piste à cet endroit. Mais obligés de prendre une chicane pour rattraper la piste sans avantage. Oui, bien sûr. Les pilotes disposaient donc de 2 passages gratuits à cet endroit sans risque. Au 3e, ils ont un avertissement. Et au 4e, c'était carrément une enquête. Messieurs les commissaires, la prochaine fois, mettez de l'herbe à cet endroit. Ça sera mieux. Comme au premier virage, par exemple. Parce que même s'il y a un dégagement asphalté ici, on retrouve de l'herbe un peu plus loin et ils ont été nombreux à avoir passé la tondeuse après des freinages loupés. Et certains ont même goûté au mur aussi. Et sans grande gravité, heureusement pour eux. Et la pluie s'est aussi invitée depuis quelques jours et ça a un peu chamboulé les indications pneumatiques vu que la piste était nettoyée chaque soir. Et la dégradation a joué des tours à tout le monde. Impossible de savoir comment fonctionnerait chaque gomme tout au long du week-end. Ce qui n'est pas plus mal pour nous. Et ça s'est vu en qualification où certains pilotes n'ont pas voulu faire une stratégie avec un premier relais long au départ et donc réaliser un chrono en Q2 avec les pneus médiums. On peut noter dans ce lot les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. Bon, ils sont larges à chaque séance. Pourquoi prendre un risque pareil? Et le reste, à savoir les McLaren et Toro Rosso qui sont passés en Q3, tenteront en pneus soft. Et ils ont eu raison déjà pour avoir une meilleure place sur la grille et peut-être avoir une meilleure stratégie agressive au départ de la course. Et puis comme je vous l'ai dit, la pluie nettoyait la piste chaque soir. Donc cette dégradation pourrait nous apporter des petites surprises. Un épisode à suivre pour la course sur ce point. La fin de la séance sera animée par la sortie de Valtteri Bottas dans le dernier virage. Voiture détruite et finie par les Tech Pro, ce qui offre la pole surprise pour Max Verstappen avec le record de la piste en 1 minute 14 secondes 758, soit 1 millième de mieux que le record précédent tenu par Daniel Ricciardo devant les Ferrari, Lewis Hamilton et Alexander Albon. Sauf qu'il y a un problème. Ce problème, j'y reviendrai plus loin au moment des bilans des équipes. Mais pour prendre un raccourci, Verstappen va perdre sa pole sur tapis vert et devra se lancer depuis la 4e place. Ce qui donne une première ligne 100% Ferrari avec Charles Leclerc en pole, les 5 que je vous les remets. Pas de grande différence hormis Verstappen donc qui s'élance depuis la 4e position. Et une première ligne comme ça me rappelle un petit peu Sochi. Pas les mêmes circonstances, pas les mêmes conditions, pardon. Mais à suivre quand même. Eh bien cette course qui va commencer avec Sébastien Vettel qui va aider Hamilton à aller hors piste avant que ce dernier ne se fasse toucher et sortir pour de vrai par Verstappen, tiens. Et on le sent qu'il est en feu le Hollandais, tellement en feu qu'il va crever après un beau dépassement pourtant dans le stadium. Nouvelle remontée en vue pour lui.
Ça ne lui serait pas arrivé s'il avait gardé sa pole, tiens. Mais bon, après tous ces événements, c'est là que ça devient bizarre. On voit que Albon tient le rythme des Ferrari et il veut tenter un truc. Il veut tenter l'undercut pour mettre en pression Ferrari et ça va pas marcher. Ferrari a couvert avec Leclerc, mais Albon est tombé sur un os espagnol en l'occurrence. Il a perdu beaucoup de temps derrière Carlos Sainz. Ça va permettre à Leclerc de repartir tranquille, mais c'est une connerie et ça ils ne peuvent pas le deviner, même Hamilton qui va s'arrêter un peu plus tard. Mais ce qui va sauver le pilote anglais, c'est le choix des pneus. Il ne repartira pas avec des médiums ou des softs, mais avec les durs. Alors je mets en théorie que Mercedes a dû surveiller ce que faisait Daniel Ricciardo, qui lui a pris le départ, du moins est le seul à avoir pris le départ avec les pneus durs. Mais la plus grande probabilité, bien sûr, c'est d'avoir recroisé les données de dégradation des pneus et a vu que personne n'a vraiment travaillé avec. Et franchement, c'était un pari gagnant. Pourtant, Hamilton doutait, car pour lui, il s'est arrêté trop tôt, à la fin du 24e tour exactement. Alors que Bottas, quant à lui, fera 36 tours avec les médiums et 37 pour Vettel. Les médiums tenaient bien, mais ce sont les durs qui se sont révélés performants. La preuve, Daniel Ricciardo va faire 50 tours avec les pneus durs. Vous comprenez? D'ailleurs, Ricciardo qui aura aussi tenté de passer Sergio Perez en piste, mais sa première attaque aura tout ruiné. Ah, quel dommage, freiné au trop tard, quel dommage. Par contre, son coéquipier n'aura pas de grande chance non plus, car il s'est fait percuter par Torpedo Gviat dans les derniers instants. On y reviendra au bilan. Et pour finir sur la course, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu dans les stands. Si vous avez vu la course, vous avez dû le voir aussi, ce sont les arrêts foirés de Ferrari, Alfa Romeo et McLaren. Toutes les équipes se basent sur l'électronique à chaque arrêt. Mais là, elle a fait défaut et a eu des cas assez graves. Car ça a même ruiné la course de Norris. Se baser pour l'électronique pour dire c'est la roue est serrée, tu peux repartir. Ah c'est sûr, on peut péter des chronos d'arrêt comme ça. 1 seconde 9 pour Albon ce week-end. Rien ne vaut un bon vieux Lollipop Man dans les stands. Et surtout un mécanicien qui lève la main pour dire c'est serré. Avec tout ce bazar et ces pneus qui auront fait douter tout le monde, on retrouve en vainqueur Lewis Hamilton pour la 83e fois de sa carrière, avec un 100e podium pour Mercedes, devant Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Le meilleur tour revient quant à lui à Charles Leclerc. Et ce podium est inédit comme à chaque fois qu'on vient à Mexico, puisque la voiture du vainqueur l'accompagnait et cette entrée d'Hamilton digne d'un concert de Johnny Hallyday dans ses grandes heures. Alors si certains doutent encore que Lewis n'est pas une rockstar, par contre ce podium maintenant je le veux à toutes les courses. Ah si, je le veux à toutes les courses. C'est génial. Ça se faisait à une époque déjà pour le Grand Prix des États-Unis quand ils étaient à Indianapolis. Et le même principe se fait aussi pour les 24 heures du Nürburgring. Quoi, la Formule 1 copiée? Non. Lewis Hamilton, pas encore champion à Mexico. Il faudra attendre donc Austin pour ça, mais il fut encore remarquable ce week-end. Même Valtteri Bottas qui est revenu de loin après son accident en qualification. Et surtout, un bravo à Mercedes qui a reconstruit sa voiture sans qu'il ait la moindre pénalité. Ça c'est fort. Parce que la voiture a été bien détruite. Ferrari, ils avaient course gagnée, mais comme dit très bien Toto Wolff, ils ont une voiture qui marche le samedi, pas le dimanche. Oh, ça pique ça. Oh, ça pique. Non, ils sont encore vautrés sur la stratégie. Ça devient un rituel de ne pas réagir rapidement à voir que... Ah bah tiens, on a fait une connerie. Ferrari. Mais bon, ils n'ont pas eu le choix entre Leclerc qui a dû suivre la bévue de Red Bull et Vettel qui a tenté un seul arrêt, mais trop tard pour exploiter les durs. Trop tard.
et même trop loin. Ça s'est bien passé pour Alexander Albon, malgré une sortie en libre 2 et qu'il nous a fait une course solide et dans le rythme des leaders en plus. Alors le premier podium n'était pas loin, mais son undercut sur Leclerc n'a pas marché. Et puis, revenons sur le cas Max Verstappen. On va revenir sur les qualifications. À la fin de la Q3, il était derrière Valtteri Bottas quand il s'est lancé pour le dernier run. Et l'accident du pilote Mercedes signifiait une sortie de drapeau jaune, bien entendu, sauf que le pilote hollandais n'a pas levé le pied et a donc amélioré son chrono sous le dit drapeau jaune. Donc, on pense à une pénalité pour lui, une annulation du temps par exemple, qui lui aurait assuré quand même sa performance, vu qu'il aurait quand même gardé la pole. Mais ce n'est pas le cas. La FIA n'ouvrira pas d'enquête car un mini-secteur montrera qu'il a ralenti. Ce qui n'est pas logique. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un mini-secteur, ça divise par 10 un secteur que d'habitude nous connaissons. Si c'est ça qui le sauve, il a de la chance. Mais malheureusement, c'est Verstappen. Oui, malheureusement. J'ai beau rester neutre dans les vidéos, mais là, non. En conférence de presse, il dira fièrement qu'il a vu l'accident de Bottas, qu'il est resté sur l'accélérateur et que de plus, il ose dire que ce n'est pas important, c'est qu'un drapeau jaune. Si, ça a une importance. Parce que s'il avait connu une mésaventure comme Bottas, au pire, qu'il y a un commissaire en piste à ce moment, être fier de dire une connerie pareille, c'est inadmissible. C'est inadmissible venant de la part d'un pilote qui va bientôt prendre part à son 100e Grand Prix. On retrouve une personnalité qu'il avait réussi à faire oublier. Mad Max. Vous vous souvenez? Le mec qui arrêtait pas de se planter, qui faisait des conneries à chaque course. Bah oui, c'est lui. Il était revenu ce week-end. Il est de retour. Il vient de se jouer un mauvais tour qui va lui coûter cher. Parce que la FIA va revenir sur son premier jugement et va décider finalement de le pénaliser. N'empêche, la FIA s'est aussi bien rattrapée sur le coup parce qu'ils sont tout autant responsables dans cette histoire. Faut pas les oublier ceux-là, faut pas les oublier. Et puis le dimanche, c'est pas mieux. Verstappen va saboter sa course dans les premiers tours et nous faire une remontée. Sympa, mais dégueulasse à certains moments. Et puis sa déclaration en fin de course sur Hamilton, il se la garde. Il peut se la mettre, sans blague. Week-end raté pour McLaren qui était bien en qualification, mais les deux voitures de Woking étaient nulle part en course. Et le Unsafe de Norris n'a pas arrangé la chose. D'ailleurs, à ce sujet, pas de sanction pour ça parce que les commissaires n'ont pas réussi à déterminer les faits. En attendant, c'est un 0 pointé pour eux, et ça faisait longtemps. Ça serait la situation inverse pour Renault, si j'ose dire, après le rendu de l'affaire de Suzuka. On y revient après en revue de presse. Une qualification ratée, mais un choix de pneus payant pour Ricciardo, 50 tours avec les pneus durs. Un coup de génie. Le seul bémol à tout ça, c'est son action ratée sur Perez qui aurait pu ramener un peu plus de points. Et puis l'incident au dernier tour dont Hülkenberg fut victime. Renault s'est malgré tout rattrapé. Ils pourront faire encore mieux le week-end prochain. J'espère pour eux. Toro Rosso était bien aussi et surtout mention à Pierre Gasly qui a fait un week-end encore impeccable avec un virus qui l'a beaucoup handicapé samedi. Et puis la panne du cerveau de Gviat au dernier tour sur Hülkenberg, on vient d'en parler, c'était ridicule et inutile. Il en a fait les frais d'ailleurs. 10 secondes de pénalité, exclu des points. Ah là là. Racing Point qu'il a joué à domicile avec Sergio Perez a réussi son coup, meilleur des autres générales. Mais il était seul vu que Lance Stroll était aux abonnés absents ce week-end.
et en plus aux essais, il nous a strollé. Ça ne va pas mieux pour Alfa Romeo qui peine sur cette fin de saison et aura du mal à faire mieux. C'est un peu dommage parce que Raikkonen et Giovinazzi méritent mieux que de passer au second plan depuis la rentrée. C'est triste pour l'équipe suisse. Oui, l'équipe suisse parce que Alfa n'est que le sponsor titre, attention. Parlons de Haas et de Williams d'un coup, parce que plus ça va, plus les voitures de Grove se rapprochent de celles de l'équipe américaine. Ou alors c'est l'inverse. Du moins, c'est surtout George Russell qui a réussi à s'intercaler entre les deux Haas à l'arrivée. Mais les Haas, elles sont en train de creuser leur trou à une vitesse assez aberrante. C'est la pire saison pour eux et qui doit faire jeu égal avec une voiture développée dans une équipe qui est en manque de budget. Haas et Williams, même combat. Et honnêtement, je ne serais pas surpris que Williams termine devant eux en 2020. Attention. Bon, cette année c'est un peu foutu, mais en 2020, ils ont toutes leurs chances. Bilan de cette course qui a été une belle surprise côté stratégie pneumatique et assez moyenne en spectacle de course, mais pas si inintéressante que ça finalement. Et d'ailleurs, la note sera un peu gonflée avec l'histoire des pneus. Ça sera un 7 sur 10 pour la course. Ouais, c'est osé, je suis d'accord. Mais n'empêche, qui aurait pu prédire le vainqueur avec tout ce qui s'est passé? Franchement, qui aurait pu le prédire? Jetons un œil au classement. Lewis Hamilton se rapproche du titre avec 363 points. Valtteri Bottas est à 289. Derrière, ça se resserre pour la 3ème place. Charles Leclerc 236 points. Sébastien Vettel à 6 points d'écart. Max Verstappen en est à 16 points d'écart. Ça va être aussi serré pour la 6ème place. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Alexander Albon vont se batailler sévère. On retrouve Sergio Perez et Daniel Ricciardo pour le top 10. En deuxième partie du tableau, Nico Hülkenberg et Lando Norris avec 35 points. Langviat 34, 1 point d'écart. Kimi Räikkönen, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi et les pilotes Williams. Du côté des constructeurs, pas de grand changement en tête. Mercedes 652 points. Ferrari 466, Red Bull 341. C'est surtout la 5ème place avec Renault qui reprend une petite avance de 73 points contre 64 pour Toro Rosso et Racing Point. Pas de grande évolution derrière pour Alpha, Haas et Williams. Et puis passons à la revue de presse largement consacrée à l'affaire Renault Racing Point de Suzuka, qui est une histoire incroyable. Pas que sur le verdict, mais sur ce qu'on a appris depuis ce verdict. Avec d'abord ce rappel des faits. Au soir de l'arrivée du Grand Prix du Japon, Racing Point va déposer plainte contre Renault auprès de la FIA. L'équipe anglo-canadienne avait remis aux officiels un dossier assez détaillé, de 12 pages exactement, expliquant que les monoplaces de Ricciardo et Hülkenberg utiliserait un dispositif pour modifier automatiquement la balance des freins. La balance des freins sur une voiture de course permet de régler l'intensité entre les freins avant et arrière, si on en veut plus devant ou derrière, et surtout aux préférences des pilotes dans leur style de pilotage. C'est un réglage qui n'est pas interdit si la balance se fait manuellement, et c'est ce que reproche le Racing Point à Renault. Alors, ce que réfute l'équipe française, bien sûr, en affirmant que son système est légal. Mais de ce fait, la FIA va saisir volant et unité de contrôle électrique des 2 monoplaces françaises pour les analyser. Et les faits sont tombés. Le système de balance des freinages automatiques mis en place n'est pas interdit, car il se situe dans ce qu'on appelle une zone grise de règlement. Et donc a été exploité pour être élaboré. Ça veut dire que c'est pas interdit, mais ça veut pas dire que c'est pas autorisé non plus. Sauf que techniquement c'est légal, ça ne pose aucun souci. Mais il est considéré comme une aide au pilotage, et c'est ça qui est interdit. Résultat, les 2 Renault sont déclassés, ce qui fait rentrer les 2 Racing
pointe au classement de la course japonaise. Et d'ailleurs, avant le Grand Prix du Mexique, cela ramenait les deux équipes à 10 points d'écart. Et accessoirement, Toro Rosso à 6 points de Renault. Après le Grand Prix du Mexique, Renault est à 9 points d'avance sur Toro Rosso et Racing Point. Et depuis le verdict, on en apprend un peu plus. Alors au début, Renault avait sorti une explication. L'un de ses anciens employés est parti chez Racing Point cet été et aura simplement lâché le morceau chez les Canadiens. Mais oubliez ça. Oubliez ça. Franchement, oubliez. Ensuite, vendredi, il y a une vidéo qui ressort avec une caméra embarquée de Ricciardo qui date du début de l'année. Je vous la mets en description si vous voulez voir. Parce qu'on voit à un moment sur l'écran de volant la balance être modifiée sans une action du pilote. Alors ça aurait pu s'arrêter là. Eh bien, non, oubliez la vidéo aussi. Ah oui, oubliez la vidéo aussi, franchement. Parce que le système en question, il n'est pas tout récent. Il est connu depuis une époque où Renault ne s'appelait pas encore Renault. Le système date du Grand Prix de Belgique 2015. Quand l'équipe s'appelait encore Lotus, il y avait un moteur Mercedes. Oui, 3 ans que le système existe. 3 ans, vous le voyez, 3 ans. Il était considéré légal depuis longtemps sur le plan technique et aussi sur le plan sportif. Et du jour au lendemain, on nous dit que techniquement ça passe, mais que sportivement c'est illégal. Mais c'est incompréhensible. On marche sur la tête. Ça veut dire que depuis ce temps-là, n'importe quelle équipe concurrente directe de Renault au classement constructeur aurait pu à n'importe quel moment porter réclamation. Il y avait une fenêtre de tir large. Et Racing Point en a profité, mais dans un seul but. Déclasser les voitures concurrentes pour marquer plus de points sur tapis vert. Et de plus, si Racing Point marque plus de points que Renault jusqu'à la fin de saison, il pourrait passer devant eux et gagner une, voire 2, s'il passe de Toro Rosso au classement constructeur. Gagner 2 places comme ça d'un coup, c'est abject. C'est abject. Mais est-ce que Racing Point a une raison valable de faire ça? Ah bah oui, il y a une raison. Déjà, les déclarations d'Otmar Szafnauer, qui est le patron de Racing Point, qui indique déjà dans un premier temps que son équipe ne voulait pas dénoncer le système de Renault, mais voulait le copier. Oh l'excuse. Et en plus, ce même Otmar dit clairement que l'objectif de Racing Point maintenant est d'aller chercher la 5e place de Renault au championnat. Car cette 5e place paye plus que la 7e. Oui, tout ça pour une histoire de prime. Oh oui, j'en ai bien peur. Parce qu'il faut se dire aussi que Racing Point doit encore payer les pots cassés de Force India. Et donc, elle a vu un intérêt de grappiller plus d'argent d'une manière pas très catholique et de se faire passer pour des victimes. C'est eux les coupables dans l'histoire. Ils nous prennent pour des cons. Ce qu'ils ont fait à Renault, c'est du vol. Et moi, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Je ne sais pas quoi trop penser de cette pénalité qui est une gaminerie que la FIA n'a pas encore réussi à gérer comme il fallait. Un peu comme la légalité du moteur Ferrari qui fait parler et dont la FIA ne fait encore rien. On en reparlera l'année prochaine quand ça fera scandale. Et je vais terminer sur un écrit qui a été paru dans Auto Hebdo et signé Julien Billiot et que je vous cite: on avertit également qu'une condamnation pourrait ouvrir la boîte de Pandore et pousser les écuries à se dénoncer tous les week-ends pour éclaircir les zones grises de règlement. C'est une ambiance. Oh oui, c'est une ambiance. Il y a une chose que je souhaite à Racing Point, qu'ils se prennent un revers dans la gueule, mais un revers violent. Parce que c'est inadmissible d'avoir fait ça
d'avoir dit finalement on voulait copier et qu'on va aller niquer au championnat constructeur, c'est inadmissible. C'est du foutage de gueule. Et c'est dessus que se termine une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le prochain Grand Prix, c'est bientôt. C'est le week-end prochain. Ça sera à Austin pour le Grand Prix des États-Unis. Un Grand Prix à suivre sur les antennes de TMC en gratuit avec Adrien Pavio et Jean-Éric Vergne. Normalement. La vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous faites ce que vous voulez. Le débriefing, c'est à retrouver sur YouTube, Twitter et le site. En tout cas, merci à vous d'être passé par ici. C'était le débriefing du Formula. Merci, bravo, à bientôt.